Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.2 de la partie 3 et d'un exercice de dynamique qui concerne l'étude de la machine d'Atwood, qui est un système qui a été inventé par Atwood pour tester les mouvements uniformément accélérés, un peu dans les idées de Galilée qui avait utilisé lui un plan incliné, mais ici c'est un système qui est un petit peu plus malin. Donc le système qui a étudié, c'est donc deux masses, M1 et M2, reliées par un fil. Donc chacune des masses est située à l'extrémité d'un fil. Et ce fil passe à travers une poulie idéale, qui est donc de masse nulle et qui peut tourner librement. Il n'y a aucun frottement qui est considéré dans ce système. Comme on suppose que le fil est de longueur constante, donc c'est un fil inextensible, on avait vu en cours que ça permet de montrer que la tension du fil est constante tout au long de la position dans le fil. Ça, c'est une hypothèse qu'on va exploiter tout à l'heure. Donc, dans la première question, là, ce qu'on demande de faire, c'est d'intuiter ce qui va se passer. Donc, là, on a deux masses qui peuvent être éventuellement différentes. D'ailleurs, on dit dans l'énoncé que la masse M2 elle est plus grande que la masse M1. Donc on sent bien que si la masse M2 est plus importante que la masse M1, et ben la masse M2 elle va aller vers le bas, puis elle va entraîner la masse M1 qui va, elle, monter. Donc on sent qu'on va avoir un mouvement de M2 vers le bas. Donc c'est ce que je vais écrire ici. M2 supérieur à M1. Comme il n'y a pas de frottement, la masse M2 doit descendre. Et la masse M1 remonter. Bon, on pourrait sentir aussi qu'on sent que le mouvement il va avoir une accélération qui est uniforme parce que la seule force qui agit ici, ça va être le poids. Bon, il y a évidemment la tension du fil. Donc bon, c'est pas complètement un résultat évident, mais on va voir effectivement qu'à la fin, le mouvement sera uniformément accéléré. Mais là, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si M2 est plus grand que M1, vu qu'il n'y a pas de frottement, M2 va descendre. Donc il va falloir qu'on trouve que la masse M2 elle descend. Alors, donc ce qu'on demande là, dans la question 2, c'est d'écrire d'abord la deuxième loi de Newton pour le système S constitué de la masse M1 seule. Donc on va prendre comme système la masse M1. Et on va donc écrire que la deuxième loi de Newton qui nous dit que M1 fois l'accélération A1, c'est la somme des forces extérieures agissant sur 1. Donc ce que je dois faire d'abord, c'est un bilan des forces qui agit sur la masse M1. Donc je reviens sur le dessin ici. Et je dois donc dénombrer ici les forces qui agissent sur le système masse M1. Il va déjà y avoir le poids, P1. Le poids P1, qu'est-ce que c'est P1, c'est M1 fois petit g. Comme l'axe des X ici, il est vers le bas, on a un axe des X vers le bas, je peux écrire que ce M1G, c'est aussi M1G fois le vecteur X, qui est un vecteur unitaire vers le bas. Mon petit vecteur X, il est ici vers le bas. Bon, et c'est pas la seule force qui agit sur la masse M1, parce qu'il y a aussi la masse M1 est aussi en contact avec le fil, donc il y a ici une tension que je vais appeler T1. La tension du fil, force exercée par le fil sur la masse M1, c'est une force vers le haut. Le fil retient la masse M1. Donc ici, la somme des forces extérieures, ça va être P1 plus T1, c'est-à-dire que M1 fois X point 1 fois le vecteur EX doit être égal à M1G fois le vecteur EX plus T1. T1, c'est une force qui est vers le haut. Donc je vais écrire ici moins T1 fois le vecteur EX, où T1, c'est la norme du vecteur T1. Donc c'est quelque chose qui est positif. Donc comme T1 ici là est positif, je dois mettre un signe moins pour indiquer simplement que la force T1 elle est bien dirigée selon moins EX, c'est-à-dire vers le haut. Voilà. Donc j'ai déterminé une première équation, sauf que là je vais encore un peu la simplifier en me débarrassant des vecteurs qui sont ici, ici et ici. Donc je vais écrire tout simplement M1 x.1 c'est égal à M1G
moins T1. Voilà, première équation qui me permet d'avoir une relation entre x.1 et la tension du fil T1. Voilà. Bon, ça ne me suffit pas évidemment pour trouver x1 de T, puisque je ne connais pas T1. Peut-être que T1 d'ailleurs même évolue avec le temps. Donc je poursuis pour essayer de résoudre mon système. Là on me demande, ah ben maintenant il faut exploiter la deuxième loi de Newton, cette fois sur la masse M2. Donc sur la masse M2, il faut aussi que je fasse un bilan des forces qui agissent sur la masse M2. Donc je sais qu'il va y avoir le poids P2. Donc évidemment P2 M2G. Donc M2G fois le vecteur X. Et il y aura aussi la tension ici T2. Ok. Et là, on se rappelle de notre hypothèse que le fil est inextensible de masse nulle. Et donc T1, qui est là, cette tension-là, doit être égale à T2, qui est ici, en norme. Évidemment, ici, c'est aussi égal en direction, mais dans un fil qui aurait une forme quelconque, par exemple comme ça, la tension est la même en tout point du fil en norme, mais la direction peut éventuellement varier. Voilà. Ici, la direction, c'est en plus la même. Donc je sais, avec mon hypothèse de fil inextensible, que le T2 sera égal à T1. Mais pour le moment, je vais écrire que le système, c'est ma masse M2. Et la deuxième loi de Newton, elle me dit que M2 fois A2, c'est la somme des forces extérieures agissant sur 2, c'est-à-dire que c'est le poids, P2, plus la tension, T2. Donc ça me dit que M2 fois X point 2 fois le vecteur EX est égal à M2G EX. Et ensuite T2, c'est moins T2 fois le vecteur EX, ou T2, c'est la norme du vecteur T1, la norme du vecteur T2, qui est aussi égale en fait à la norme du vecteur T1, et qui est donc égale à T1. D'accord, ça c'est fil inextensible de masse nulle. Voilà. Et donc ce T1 qui est égal à T2, ben, je vais lui donner un seul nom, je vais l'appeler grand T. Voilà. Donc autrement dit, cette équation-là, elle va simplement me donner, si j'écris, je me débarrasse du vecteur X, M2 x.2 est égal à M2G moins grand T. Et puis j'avais tout à l'heure par ailleurs que M1, c'est encore écrit là-haut, là, vous voyez ici, M1 x.1, c'est M1G moins grand T. Voilà, donc il va falloir que je me débrouille avec ces deux équations ici pour retrouver la solution de mon problème. Alors, pour avancer, parce que là j'ai deux équations, mais il y en a une, il y a x1 et l'autre il y a x2. Donc il faudrait que je trouve une relation entre x1 et x2 si je veux pouvoir combiner ces deux équations et me débarrasser éventuellement de la tension grand T que je ne connais pas. Donc c'est le but de la question 4 qui consiste à essayer de trouver une relation entre x1 et x2, donc entre x.1 et x.2, et donc entre x.1 et x.2. Donc là, on va réutiliser le fait que le fil est de longueur constante. Donc fil de longueur constante. Donc, je sais que x1 plus x2 doit être égal à une constante. Hein, autrement dit, si ma masse là, M2, elle descend de 1 cm, la masse de M1 là doit monter de 1 cm. Hein, il faut toujours que la longueur totale du fil soit une constante. Cette longueur-là là, doit être égale à une constante. Donc ça implique tout simplement que x1 plus x2 doit être égal à une constante. Autrement dit, si je dérive cette équation par rapport au temps, ça me dit que x.1 plus x.2 est égal à 0, c'est-à-dire x.1 égale à moins x.2. Ça, c'est complètement logique. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que la vitesse du point 1 de la masse M1 doit être l'opposé de la vitesse de la masse M2. Si la masse M2 descend à 1 mètre par seconde, la masse M1 doit monter à 1 mètre par seconde. D'où le signe moins, s'il y en a un qui descend, l'autre qui monte. Voilà. Et si je redérive encore une fois,
en dérivant encore, eh bien on déduit finalement que x point 1 c'est moins x point 2. Donc l'accélération de x1 et l'accélération de x2, c'est la même au signe près. Voilà. Bon, alors une fois qu'on a ça, on demande dans la question 5, cette fois, essayer de trouver une équation différentielle que sur x1 et montrer qu'elle s'écrit sous cette forme-là. Et il faut déterminer le mu. Et je vais utiliser mes deux équations que j'avais déjà trouvées ici, là. C'est-à-dire l'équation 1 qui est là et l'équation 2 qui est là. Là, l'idée de Sioux, c'est de dire, je vais essayer de me débarrasser de la tension là, que je ne connais pas, qui ne m'intéresse pas. Donc, pour s'en débarrasser, je vais faire simplement 1 moins 2, l'équation 1 moins l'équation 2. Ça va me dire m2 x point 2 moins m1 x point 1 est égal à m2 moins m1 que multiplie g. Voilà. Ensuite, je sais que x point 2, c'est moins x point 1. Donc je me retrouve finalement avec moins m1 plus m2, donc moins m1 x point 1 moins m2 x point 1, c'est-à-dire moins m1 plus m2 x point 1 égale m2 moins m1 fois g. Je vais diviser par moins m1 plus m2, et je me retrouve simplement avec x point 1 égale m1, je vais changer le signe ici, moins m2 sur m1 plus m2 fois g, c'est-à-dire mu fois g avec mu égale m1 moins m2 sur m1 plus m2. Voilà, j'ai trouvé l'équation différentielle qui est vérifiée par la position de la masse m1. Et évidemment, une fois que j'aurai x1, j'aurai x2, puisque x1 plus x2 est égal à une constante. Et on demande de déterminer donc la nature du mouvement. Je regarde. Ici, j'ai x point 1 qui est égal à une constante. Ça, c'est une constante. Donc x point 1 est une constante, ça veut dire que c'est un mouvement à accélération constante. Donc m1 a un mouvement rectiligne déjà, parce qu'il est uniquement vertical, uniformément accéléré. De même pour M2. Parce que je rappelle que x point 2, c'est égal à moins x point 1. Donc si x1 est un mouvement uniformément accéléré, x2 aussi, évidemment, la masse M2 aussi. Voilà. Et alors ensuite, on demande dans la dernière question de discuter les différents cas limites et de vérifier que le résultat qu'on a obtenu, il est raisonnable. Alors déjà, première chose qu'il faut faire, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose à vérifier. On obtient une équation ici, là. Première chose à faire, c'est vérifier que c'est homogène. Donc x point 1, c'est une accélération, ça c'est dual t-2. Il faut que je trouve dual t-2. G, c'est dual t-2. Et mu, c'est sans dimension. Pourquoi? Parce que c'est un rapport entre des masses. M1 moins M2, c'est une masse. M1 plus M2, c'est une masse. Masse sur masse. Donc mu est bien sans dimension. C'est-à-dire de dimension 1, si on veut. Et donc j'ai bien quelque chose qui est homogène, premièrement. Ensuite, je vais regarder des cas limites pour mu. Imaginons que déjà M2 est supérieur à M1 dans l'énoncé. M2 supérieur à M1, ça m'implique que mu est négatif. Est-ce que c'est logique que mu est négatif? Donc, ça me dit que x point 1 est négatif. C'est logique, parce que l'accélération là, elle va donc être vers le haut. La masse M1 remonte. Normal, la masse M1 remonte. Car M2 descend. Voilà, M2 descend car plus lourd. Donc ça, c'est en accord avec ce qu'on avait dit initialement. Hein. Si la masse M2 est plus lourde, c'est M2 qui doit descendre et M1 doit monter. Et on voit que M1 monte dans le fait que l'accélération de la masse M1 est négative. Donc ici,
être négatif, ça veut dire être dirigé vers le haut, parce que l'axe des x, il est vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que si M2 était égal à M1, alors mu est égal à 0. Donc pas d'accélération. Autrement dit, si vous prenez ces deux masses, vous les mettez à une certaine position, vous lâchez ça en vitesse initiale, les masses vont rester au repos là où vous les avez positionnées. C'est logique. Il n'y en a aucune des deux qui va l'emporter sur l'autre, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un mouvement et qu'il y ait une des deux masses qui se déplace. Tout ça est cohérent. C'est logique d'avoir un M1 moins M2 qui intervient. Voilà. Et ensuite, si M2 est vraiment très très grand devant M1, supposez que M2 tende vers plus l'infini, par exemple, et bien à ce moment-là, vous avez que mu va tendre vers quoi? Mu va tendre vers, vous voyez que M2 moins M2 va l'emporter sur M1, et M2 ici va l'emporter sur M1, donc ça va tendre vers moins 1. Donc mu tend vers moins 1. Ça veut dire que x point 1 tend vers moins g, donc x point 2, qui est moins x point 1, tend vers g. Autrement dit, la masse M2, elle a une accélération qui devient égale à g, c'est-à-dire que c'est comme si elle était libre et qu'elle n'était pas du tout retenue par un fil qui est relié à une masse M1. Alors ça c'est logique, si la masse M1 elle est toute petite, la masse M2 va tomber comme si elle n'était pas du tout retenue par la masse M1 qui est tellement légère qu'elle exerce par le biais de du fil et de la tension du fil qu'une force qui est très petite devant son poids, donc elle va tomber avec une accélération qui est l'accélération de la pesanteur. Voilà. Si la masse M1 n'est pas négligeable, la descente, elle se fait avec une accélération soit constante, mais qui n'est pas l'accélération de la pesanteur g, qui est mu fois g. Et mu, ça peut être un coefficient qui est plus petit que 1. C'est d'ailleurs pour ça que Atwood a inventé cette machine-là, pour faire en fait des systèmes qui vont descendre avec une accélération constante, mais qui est beaucoup plus petite que g, pour éviter que l'objet tombe sur le sol trop rapidement, au bout d'un temps qui est trop petit pour avoir le temps de faire des mesures précises. Voilà, donc on a un résultat qui est homogène et qui est assez cohérent avec les cas limites qu'on peut envisager sur les différentes valeurs des masses M1 et M2.